Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des manuscrits de Mestre Aemon, le club de lecture régulier, on va dire, de la Garde de Nuit, l'association francophone des fans du Trône de Fer et de George R. R. Martin. Ce soir, on se retrouve pour parler du tout dernier livre de la saga Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson, ou Sunrise on the Reaping en anglais. Donc, qui est un préquel à la saga Hunger Games qu'on ne présente plus vraiment. Donc, je suis avec Nymphadora. Je suis Nymphadora et et je suis avec moi-même et avec mes 15 autres personnalités. Et aussi, je suis avec John. Salut. Et je suis avec Shredy. Salut. Voilà, on est très nombreuses dans ma tête, mais vous allez me Ça en faire fait taire. du monde ce soir. Et donc ce soir, on part dans l'arène avec Haymitch pour ses Hunger Games. Oh yeah. Mais avant ça, histoire de patienter un petit peu, qu'est-ce qu'on lit la prochaine fois, Jonjon? Dis-nous tout. Eh bien, la prochaine fois, on lit La Rose et le Serpent de Julie L, donc aux nouvelles éditions ActuSF. C'est un des, j'allais dire le premier, je suis pas sûr que ce soit le premier, mais c'est un des premiers, une de leurs premières parutions depuis donc toutes les aventures de cette maison d'édition. Donc si vous avez un peu suivi le milieu de l'édition fantasy française, ça a été un peu compliqué. Il se relance avec donc ce livre qui est un livre de KPDP avec un petit peu de magie et pas mal d'intrigues politiques. Globalement, donc on va suivre deux personnages qui sont dans deux royaumes, enfin un empire et une république voisins et qui sont en guerre et qui vont nous permettre de voir les choses politiques qui se passent à cet endroit-là. C'est un énorme pavé, je vous le cache pas, donc j'espère que ça sera bien. On en parle mardi prochain, très bientôt. J'ai pas la date parce que j'ai juste mardi prochain. J'essaie de compter dans ma tête discrètement, ça doit être 28 ou 29. Le 29. C'est le 29. Le 29. Le 29, voilà, merci. J'espère que ça sera bien. Donc moi j'ai commencé, une fois n'est pas coutume, en général j'évite de commencer quoi que ce soit d'autre avant qu'on fasse un épisode des manuscrits de Mestre Aemon, mais là vraiment ça aurait pas été raisonnable de pas commencer en avance. Et pour l'instant c'est plutôt sympa, donc j'espère que ça va se maintenir comme ça tout du long. Et on vous en parle plus donc le 29 avec Flamme et Yoda. Yoda, c'est ça? C'est Yoda, oui. Je vais pas dire de bêtises. Donc avec Flamme et Yoda, mardi 29, La Rose et le Serpent de Julie L. Et on vous dira ce qu'on en a pensé. Bien, bien, bien. Et Shredy, toi, tu as une reco pour nous. Oui, une lecture récente que j'ai beaucoup aimée. C'est le premier tome de Sans Soleil qui s'appelle Disco Inferno de Jean-Christophe Granger. C'est pas une lecture plus joyeuse que celle de ce soir, mais c'était très chouette. C'est un thriller ou un polar, donc je me perds toujours. Ça se passe dans les années 80 à Paris et on va suivre la trajectoire de trois personnages. Un flic, bon ça c'est classique, un médecin qui s'occupe des malades du sida, parce que c'est les années 80 et c'est les débuts du sida en France, et une lycéenne. Et les trois vont se croiser dans le cadre d'une enquête, parce qu'il y a un tueur en série qui cible les gays atteints du sida. Et voilà, ça va être le début d'une enquête et d'un voyage au sein de la communauté homosexuelle parisienne pendant les années 80, donc ça danse, ça fait beaucoup de sexe et en même temps ça se fait tuer par un tueur en série. C'est très prenant, l'histoire est vraiment sympa, mais surtout c'est le cadre qui est vraiment très bien rendu et qui est très sympa. Le médecin qui est un peu initié de par sa pratique de la médecine sur la communauté introduit le flic à tout ça et du coup ça nous sert un peu de prétexte pour que nous on découvre tout ça et c'est super bien rendu.
J'étais pas très fan des derniers livres qu'il avait fait, parce qu'il en écrit beaucoup. Je sais pas combien en tout, il en a fait plus d'une dizaine. Et là, j'ai trouvé ça très chouette. Bon, c'est le premier tome. En fait, c'est sorti en 2 tomes au même moment, le tome 1 et le tome 2. J'ai beaucoup moins aimé le tome 2. Mais bon, c'est une suite, mais à la fin du tome 1, il y a quand même une conclusion qui peut être plus ou moins satisfaisante. Donc, on peut s'arrêter là si on veut. Voilà. Sympa, sympa. Si on aime les tueurs en série, quoi. C'est le terme. Ouais, c'est assez sombre et violent, mais moi j'aime bien. Reco de Schrodi en général, ça veut dire ça veut dire oh là là, on va pas s'amuser. Ouais, c'est pas très drôle. C'est ça. Bon. Et celui de ce soir ne l'est pas non plus. Celui de ce soir était pas super drôle non plus. Non. Mais du coup, avant de parler de celui de ce soir, j'aurais quand même voulu vous poser une question sur votre rapport à la trilogie originelle des Hunger Games. Parce que bon, ça me paraît une bonne base. Je pense qu'en plus on risque de spoiler un peu. Enfin, on va considérer que les gens ont lu la trilogie originelle. Hein, on est quand même sur le deuxième préquel de la saga. On va spoiler ce qui a été paru en livre il y a très longtemps et qui depuis a été aussi filmé et qui est quand même bien connu, donc on va considérer que voilà, on spoilera. Si vous l'avez pas lu, je pense que c'est compliqué, peut-être le dire maintenant, enfin en tout cas à mon sens c'est compliqué de lire celui-là sans avoir lu le reste. Oui, donc si celui-là vous intéresse, d'abord lisez les 3 premiers, puis le 4 si vous le voulez, avant de lire celui-là. Ouais. Et n'écoutez pas du coup notre discussion. C'est ça. Et donc du coup, les Hunger Games, vous, est-ce que... Jean-Jean, tu commences ? Vas-y, Jean-Jean, raconte. Alors, moi je les ai donc lus il y a fort longtemps. Probablement au moment où ils ont dû annoncer les films, et je me suis dit moi j'aime bien lire les livres avant les adaptations, donc je les ai lus. J'avais bien aimé. J'en ai des souvenirs très vagues, car évidemment ma mémoire est très mauvaise et c'était il y a fort longtemps. J'ai vu les films, alors je suis même pas sûr que je les ai tous vus parce que j'ai découvert là en regardant sur internet qu'ils avaient coupé le 3e film en 2. Donc il y avait eu 4 films pour la trilogie et j'en avais aucun souvenir, donc je suis pas sûr de les avoir vus. En tout cas les derniers. Je sais que j'ai vu les 2 premiers. Ça c'est sûr parce que j'ai des images qui me reviennent et ils ont une esthétique très forte quand même ces films, donc ça je sais. Les 2 derniers je suis pas sûr. Et voilà, donc ça j'avais bien aimé. Et là j'ai lu du coup, juste avant de lire celui-là, j'ai lu le premier préquel que j'avais pas lu quand il était sorti, en me disant quand même, tant qu'à faire, lisons-les dans l'ordre. Donc j'ai lu le premier préquel, j'ai trouvé assez intéressant parce que il apporte une autre vision des choses et des aspects assez intéressants, je trouve. Donc j'ai trouvé ça sympa et j'ai pas vu le film adapté du préquel. Voilà, pour faire l'historique complet. Et donc oui, de toute façon c'est des livres et des films qui sont devenus assez cultes, qui abordent des thématiques que je trouve assez fortes et intéressantes. Et donc voilà, j'étais content de me replonger dans cet univers-là. Et toi, Schrodi ? Alors pareil, la première trilogie, je l'ai lue il y a un petit moment, je sais plus quand, j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup le principe des Battle Royale, donc pas forcément, j'étais déjà un petit peu acquis à la cause, mais j'ai beaucoup aimé les livres, j'ai beaucoup aimé les films, mais surtout les 2 premiers, après le 3e tome et les films 3 et 4 un peu moins, mais c'est vrai que j'aime bien l'idée des arènes. Donc voilà. Et j'ai lu la première préquelle au moment de la sortie, enfin de la traduction. J'ai pas été super fan de ce premier préquel. Je trouvais ça moins intéressant que la première trilogie. Le personnage, personnage principal est moins intéressant que Katniss. L'arène était moins intéressante. Il y avait un petit côté redite. En plus, l'histoire entre les deux m'intéressait moins.
Et j'ai vu le film aussi. Bon, le film m'a diverti, mais pas un énorme coup de cœur. Et puis voilà, si on s'arrête. Je donne pas mon avis tout de suite pour celui de ce soir. Mais donc une bonne connaissance et j'aime beaucoup globalement. Et toi, Norfin? Moi, c'est un peu pareil que vous. Je les ai lus il y a fort longtemps. Je pense probablement comme Jonjon au moment de l'annonce des films. Ou alors peut-être après avoir vu le tout premier film, peut-être. Je sais plus très bien. Je crois que je les avais lus avant, mais je suis pas sûre à 100%. Mais en tout cas, ouais, bah, c'était au moment du gros buzz Hunger Games, quoi. Et vraiment, je les avais énormément aimés. Alors déjà, moi aussi, j'aime bien le principe de Battle Royale. Hein, c'est hyper efficace comme concept. Mais en plus de ça, alors attendez, j'ai réfléchi. J'ai 3 points qui font que je trouve que Hunger Games, c'est quand même vraiment... je trouve que vraiment, c'est une saga qui est culte, mais pour des bonnes raisons. Déjà, c'est quand même un peu l'original dystopie qui a lancé toute une flopée de plein d'autres dystopies derrière. Mais je trouve qu'elle fait les choses mieux que tous ceux qui ont essayé de faire comme elle après. Donc, d'une part, parce que je trouve qu'elle a un vrai propos politique qui est très intéressant quand on creuse un tout petit peu tout ce qui est autour de la propagande, de la façon dont on manipule, de la façon dont on se sert des enfants pour faire des exemples et pour calmer les populations. Je trouve que c'est mine de rien, c'est vachement intéressant, mais c'est aussi plus qu'une histoire de rébellion. C'est-à-dire que y a pas vraiment de gentils. C'est pas une saga naïve où t'as les gentils contre les méchants et à la fin les gentils gagnent. Et en fait, il y a pas de gentils. Le camp des gentils, finalement, ils sont aussi des bons gros salauds qui utilisent tout autant la propagande. Oui, à la fin, la situation peut être mieux, mais pas sur tous les points. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant et qu'on trouve pas forcément partout. C'est une vision qui est peut-être beaucoup plus cynique du monde. Mais je trouve que c'est assez bien fait dans le développement de la saga. Le deuxième point que je trouve qui est vachement bien par rapport à toutes les flopées de trucs young adultes qui sont derrière, c'est que ça n'évacue pas les traumas des personnages. On a des personnages qui souffrent et ils souffrent vraiment et ils sont traumatisés par ce qui leur arrive et ils vont très très mal et on l'explore, on va là-dedans et ils vont pas oublier on n'est pas dans le deuxième tome et allez retournons dans les Hunger Games et hop et les personnages vont bien. T'en as qui souffrent aussi physiquement, genre Pita a perdu une jambe et c'est pas quelque chose. Il a un vrai handicap des suites des Hunger Games qui va ensuite servir dans l'histoire. On n'oublie pas derrière ce qui s'est passé avant et les personnages sont blessés et ça a un côté beaucoup plus crédible d'une certaine manière que plein d'autres trucs. Et en tout cas, je trouve que ça l'explore vraiment cette idée du trauma. Et enfin, le troisième et meilleur argument pour moi, c'est Pita. Je trouve que Pita, c'est le meilleur personnage de toute la littérature young adulte ever. Vraiment, je trouve que ce personnage, il va à l'encontre de tous les clichés masculinistes. Il est sensible, il communique, il est gentil. Il a pas un physique de dieu grec. Son super pouvoir, c'est de se camoufler parce que son kiff c'est de peindre des miches de pain, quoi. Je veux dire, le mec et je veux dire, à l'époque on était en pleine Twilight Mania, quoi. Donc on n'était pas du tout dans cette vision déconstruite de la masculinité. Et je trouve que vraiment Pita, c'est un personnage qui fait du bien. C'est génial d'avoir un personnage un love interest qui soit aussi positif. La personne qui sait pas discuter dans le couple, c'est Katniss, c'est pas Pita. Pita, lui, il va toujours chercher à avoir de la psychologie avec elle, etc. Je trouve que vraiment Pita, c'est vraiment un personnage qu'on ne voit
que très 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 peu dans des sagas comme ça. Et vraiment, mais je trouve que c'est vraiment, pour moi, vraiment, Pita, c'est un des meilleurs amoureux de littérature young adulte. Voilà. Donc, voilà. Un beau plaidoyer, bravo. Non, mais Pita est formidable. Voilà, c'est tout. Pita, on n'en voit jamais des comme ça. Et Pita, il déconstruit tellement les clichés de la. Mais à l'époque, on était avec Jacob et Bella et son triangle amoureux avec l'autre là, je sais plus, et Edward Cullen. Le mec, Edward Cullen, on le trouvait trop romantique parce que il rentrait par la fenêtre dans la chambre de Bella pour la regarder, pour la mater pendant qu'elle était en train de dormir. On en était à ce niveau-là et là, tout d'un coup, t'as Hunger Games qui débarque et t'as Pita, quoi. Donc, je trouve que Pita, voilà. Donc, rien que pour Pita, les Hunger Games auront toujours une place particulière dans mon cœur. Et donc, le préquel, après, je l'ai lu aussi, le premier. Il n'y avait pas Pita dedans, donc je l'ai trouvé nettement moins bien. Mais au-delà de ça, non, j'avais trouvé qu'il avait des trucs assez... Enfin, il avait une façon assez intéressante de traiter le personnage de Snow. Parce que Snow, c'est quand même vraiment un méchant. Et c'est quand même le personnage qui est au cœur du récit. Et on te le présente jamais comme un gentil. Et on n'est pas du tout sur un truc borderline du anti-héros qu'on aimerait aimer, mais qui est un peu dark, mais qui est quand même un peu une sympathique ordure. Non, là, vraiment, du début à la fin, c'est un salaud. Et le bouquin marche quand même. Donc ça, je trouve que c'est quand même probablement quelque chose de très difficile à faire. Donc pour ça, je salue le bouquin. Après, je trouve qu'il avait des gros problèmes de rythme. Et je n'aimais pas du tout le personnage féminin du bouquin. Donc j'avais quand même été pas mal déçue. Enfin, je dirais pas déçue parce que je l'ai lu sans en attendre strictement rien. Donc en soi, j'avais vu plutôt des qualités parce que j'en attendais rien. Mais pour moi, il n'est pas du tout au niveau de la trilogie originale. Voilà. Bah, c'est pas mal comme base pour commencer la discussion. Et alors du coup, est-ce qu'on a aimé le nouveau préquel, le lever de soleil sur la moisson? Qui commence? Vous voulez que je commence vu que j'avais commencé Vas-y. Ok, alors le deuxième préquel, moi j'ai bien aimé aussi. Je lui trouve en fait, je lui ai trouvé des points forts et des points faibles de manière assez équilibrée. Et comme évidemment, je sais que râler, j'ai envie de parler que des trucs que j'ai pas aimés. Donc je vais commencer par ça et puis après je dirai quand même qu'il y a des trucs que j'ai aimés. Non, j'ai trouvé que pour moi le plus gros point faible, et c'est un peu logique vu qu'on est dans un préquel, mais je l'avais quand même moins eu dans le premier préquel pour le coup, c'est que j'ai eu du mal à m'accrocher aux enjeux. C'est-à-dire que globalement, en fait, on sait forcément comment tout ça va finir, on sait qui va mourir, on sait qui va survivre, on sait que tout ce qu'ils peuvent essayer de faire, on sait ce que ça va donner. Et du coup, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'enjeux. Enfin, c'est pas qu'il n'y avait pas beaucoup d'enjeux parce que si j'avais pas lu la trilogie Hunger Games, il y aurait eu des enjeux parce qu'il y a effectivement, en fait, il y a des enjeux. Mais le fait de savoir comment tout va se résoudre, ça m'a pas mal fait perdre en intérêt de ce point de vue-là. Donc ça, pour moi, c'était le point faible principal. Et j'ai trouvé que Haymitch était pas particulièrement... je me suis pas vraiment attaché à lui. Je saurais pas dire pourquoi. J'ai essayé d'y réfléchir. À un moment, je me suis dit, mais pourquoi je me suis pas attaché à Haymitch? Pourquoi je t'aime pas? Je l'ai pas trouvé. Parce que c'est pas Pita. Parce que c'est pas Pita, peut-être. Et j'ai trouvé en plus qu'il y avait quelques moments où, d'un point de vue intrigue, c'était un peu...
forcé, facile, en particulier le fait que Haymitch ait un rôle important, au moment où ça lui tombe dessus de manière que j'ai trouvé un peu artificielle. Donc ça pour moi c'est les points faibles. Après les points forts c'est quand même qu'il y a toujours un message et des réflexions intéressantes. Donc là on est pas mal sur le questionnement de pourquoi les gens acceptent, pourquoi les gens ne réagissent pas, pourquoi les gens se laissent faire. Je pense que c'est un peu ça la thématique principale. Enfin, j'ai eu l'impression en tout cas. Il y a toujours ce côté un peu morbide et fascinant des Hunger Games. Et avec le décalage entre ce que les gens vivent, que ce soit dans les Hunger Games et également dans les districts, et tous ces gens du Capitole qui sont complètement déconnectés. Et j'ai trouvé qu'il y avait des personnages secondaires par contre très bien faits et très attachants. Donc tout mon attachement qui n'a pas été sur Haymitch a été sur les personnages secondaires. Donc l'un dans l'autre, j'avais quand même des gens que j'aimais bien dans cette histoire. Donc voilà. Donc un sourire parce que c'était sympa, c'était pas incroyable. Et j'ai trouvé en plus c'est marrant parce que du coup vous parliez du premier tome, enfin du premier préquel. Moi j'ai trouvé que le premier préquel avait quand même des qualités que n'a pas le deuxième sur tous ces aspects-là qui m'ont un peu manqué d'enjeux et d'intrigue parce qu'on sait moins comment tout ça va finir et j'étais un peu plus intrigué par ce qui allait se passer dans le premier préquel. Donc voilà. Je tenais à le défendre un petit peu. Mais voilà. Pendant ce temps, Frodi a décidé de... Ouais. On t'entend quand même, normalement. On t'entend bien, ouais. Bon, c'est juste ma caméra qui part dans l'espace, mais c'est pas grave. Et alors, du coup, Frodi, le livre t'a plu? Bah ouais, je sais pas si le smiley il est par-dessus, donc on le voit bien. Normalement, ouais. Attends, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai plus aimé que le premier préquel, dont j'ai plus de souvenirs en fait que la première trilogie, et ce que j'avais vraiment pu en penser avant de voir les films, etc. Mais j'ai beaucoup aimé ma lecture. Moi j'ai bien aimé Haymitch, je l'ai trouvé assez attachant. J'ai bien aimé les autres tribus du district 12. J'ai eu un peu de mal avec quelques personnages secondaires. Enfin, j'ai trouvé que globalement, il y avait quand même beaucoup de fanservice. Le premier préquel m'avait pas donné cette impression. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs. Bon, en même temps, c'est aussi le principe. Hein, c'est un préquel. Tout le monde est fan de la première trilogie. C'est normal de vouloir revoir des personnages. Et je pense en plus que je m'en souviens pas tant que ça de la première trilogie, parce qu'en faisant des recherches sur le wiki, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus d'infos qui étaient données en fait dans la première trilogie et qu'on retrouvait là. Après, c'est peut-être pas forcément que du fanservice, c'est aussi d'utiliser les éléments qui étaient un peu disséminés dans la première trilogie pour les réutiliser là. Mais bon, en tout cas, il y a des personnages qui font un peu que passer et qui sont juste là pour se dire ah tiens, je les avais vus dans la première trilogie, on les revoit là, qui m'ont moins marqué. Mais bon, globalement, des personnages qui m'ont plu. L'intrigue, moi, je l'ai trouvée prenante. Sur le côté sur le suspense, moi, j'ai trouvé qu'il y en avait quand même. Je me souvenais pas forcément de ce qui allait se passer à la fin, qui allait survivre ou pas. Donc, ça m'a pas gêné. Et donc voilà, non, j'ai passé vraiment une très bonne lecture et voilà. Et toi, Ninfa ? Eh bien, moi, j'ai aussi beaucoup aimé. J'ai mis le petit smiley content. Parce qu'en fait, je suis pas forcément convaincue qu'on avait besoin de ce préquel. Parce que je rejoins Jonjon sur le fait que globalement, on connaît la fin de ce livre avant de l'avoir commencé. Donc, on perd quand même très très fort en enjeu. Et je te rejoins, je redis, sur le fait qu'il y a énormément de fanservice. Moi, vraiment, que ce soit avec le fanservice du tome d'avant, avec tous les trucs autour des Covey, de Lénore Grey, ouais.
Lucy Gray et de Léonore Dove et tout, Léonore tout ça. Dove, ouais. Tout ça, j'ai trouvé que vraiment, on nous donnait. Donc, il y avait énormément de fanservice avec le premier tome et avec la trilogie principale aussi, avec un nombre de personnages qu'on revoit de la première trilogie en mode clin d'œil. Alors, évidemment, c'est normal, en fait, t'as une logique au fait qu'il soit là. Enfin, je veux dire, Haymitch, il a suffisamment l'âge pour que les personnages qu'on voit dans la première trilogie, on voit aussi leurs parents, on voit aussi les personnages un peu âgés des Hunger Games. Enfin, tout ça, c'est logique qu'on les y voit. Mais moi, j'ai trouvé que ça faisait un petit peu forcé, quoi. Et j'ai trouvé que, j'ai vraiment aimé ma lecture. Vraiment, j'ai passé un super moment. J'étais quand même vraiment à fond dans le truc, même si je connaissais la fin. Enfin, c'est-à-dire que si je savais que globalement, Haymitch allait survivre, voilà. Donc, bon. Et que a priori, que tous les autres allaient mourir. Tu veux, j'ai quand même été extrêmement prise au jeu parce que les personnages secondaires étaient tellement mignons, tellement pipous que je me suis quand même hyper attachée à eux, alors que j'avais pas envie de m'attacher à eux, parce que je savais qu'ils allaient mourir. Donc il y avait une partie de moi qui disait ben non mais arrête, oh là là, mais tu sais, là on est en train de te le faire aimer pour que tu souffres derrière. Et je le voyais, et je le savais, mais même comme ça, j'étais quand même trop... Enfin, je me suis attachée à fond à certains personnages, notamment ceux du District 12. Vraiment, ils sont super bien écrits, quoi. C'est hyper efficace, enfin, ça marche du feu de Dieu. Et du coup, vraiment, j'avais mon petit cœur qui était tout brisé. Et à la fin, j'étais trop malheureuse pour Haymitch. Et pourtant, je savais, le type, tu sais qu'il est brisé, tu sais qu'il est alcoolique à cause de ses jeux et compagnie. Tu sais qu'il va très 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 mal et que c'est ses jeux qui l'ont brisé. Donc tu sais que ça va très 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 mal se finir. Tu sais qu'a priori tout le monde va mourir à la fin. Et même comme ça, vraiment j'étais malheureuse, quoi. Donc du coup, ouais, non, ça a hyper bien marché sur moi. Et même, il y a certains éléments de fanservice qui ont super bien marché sur moi. Typiquement, tous les trucs autour de Effie, ou quand on revoit Mags et YRS, qui sont des personnages que j'aime bien aussi dans la première trilogie. Enfin, voilà, il y en a certains vraiment... Même si je reconnaissais que c'était du fanservice, c'est pas grave, ça marchait, quoi. Oui. Moi aussi. Moi, l'avantage sur le fanservice, c'est que comme vraiment je me souvenais de rien, je me disais régulièrement, je pense que là je loupe des trucs de fanservice. Je pense que ça, là, ces personnages, je pense qu'on doit les connaître quand même, on doit savoir qui ils sont et ce qu'ils vont devenir. Et après j'étais genre, moi je me souviens pas. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je sais pas, mais du coup... Ça marche pas du tout sur moi le fanservice parce que y a pas de cerveau, donc il y a pas de fan. Il y a pas de fan. Il faut trop de mémoire pour être fan, c'est pas possible. Ouais, alors que moi, si tu vois, genre tu vois la mère de Katniss, genre elle est décrite exactement comme Prime, la petite sœur, avec sa natte blonde et tout, tu la vois, tu sais, ah bah voilà, ça c'est la maman de Katniss. Oh, mais c'est quand même mignon. Il y a plein de trucs comme ça où vraiment, ouais, je me sentais un peu manipulée, mais ça marche, quoi. Ouais, c'est efficace. Moi, j'étais content, j'ai reconnu le père parce que il a le même nom. Ça, je reconnais ce nom, c'est le nom de Katniss. Je sais. Voilà, c'est le seul que j'ai reconnu. Bravo, Jordan. Effie Trinket, tu te souvenais pas? Effie, je me suis dit... Ça me dit quelque chose. Je pense que c'est elle qui leur fait des trucs après dans la trilogie aussi. J'étais sur ce niveau de... Voilà. Et tu vois, je me suis dit, le commentateur, ça doit être le même. Voilà. C'est mon niveau de reconnaissance, il est très bas du coup, tout en bas. Bon, mais ça t'a pas empêché d'apprécier le truc, quoi. Non, c'est pas grave en soi. Juste parfois, je me dis, je dois louper des références, je dois louper des trucs. Bon, j'ai hésité à aller voir, à aller chercher, je sais pas, une liste de références ou un récap ou un machin, et j'avoue, j'ai eu la flemme. Je me suis dit, je vais en profiter comme ça. Après coup, moi, j'ai regardé sur le wiki, j'ai tapé des noms
Et c'est là où je me suis rendu compte qu'effectivement, en fait, déjà dans la première trilogie, on avait pas mal d'infos sur certains trucs, sur les premiers jeux de telle personne, comment est-ce que cette personne avait gagné ses jeux, etc. Et c'est des éléments qui, là, on revoit et qui sont peut-être un peu plus développés. Oui, alors que ça, par contre, moi je me rappelais absolument pas de ce qu'on avait dit sur les jeux de Mitch. À part que je savais qu'il avait tué tout le monde et qu'il était alcoolique et qu'il allait très très mal dans sa tête. Bah, sur ça, par exemple, enfin, je sais pas si la fin, bref, elle était déjà visiblement connue. On doit le dire à Katniss dans la première trilogie. Ouais, ça, tu vois, j'avais quand même pas la scène exacte et tout, quoi. Le détail. Mais bon, du coup, ça marche très très bien. Complètement. Hop. Alors du coup, est-ce qu'on a d'autres avis à donner sans spoil, des trucs Sans spoil, on peut parler un peu de. Est-ce qu'on peut parler un peu justement de cette thématique, enfin des thématiques politiques un peu qui sont abordées. Moi, c'est ce que je disais en intro. Je pense que j'ai l'impression que la thématique principale là, c'est cette histoire de pourquoi vous vous laissez faire. On a plusieurs scènes où on voit que les garants de l'ordre, disons, sont en minorité numérique, que tu vas avoir tous les tribus qui sont armés, qui sont en surnombre, etc. Et le fait que personne ne fait rien. Et il y a toute une réflexion autour de ça, de pourquoi tu fais rien, et je pense qu'il est un peu répondu sur la fin, et avec d'autres exemples aussi, par la peur des représailles, en fait, globalement, de dire oui, mais si tu essayes de faire quelque chose et que ça marche pas, et que tu renverses pas l'ordre établi, et que en fait derrière tu te fais attraper ou quoi que ce soit, bah en fait ils ont la classe dominante en fait a les moyens de complètement se venger sur tous les gens qui te sont proches, quoi. Donc j'ai trouvé que ça c'était un peu une thématique assez transverse, qu'on la voit à travers plusieurs personnages en plus, et il y a plusieurs scènes qui parlent de ça. Voilà, c'était déprimant. Ouais, c'était Ouais, c'est clair. ça. Après, ouais, en plus. Vas-y. Pardon, vas-y, non, enfin. Non, vas-y. Non, je voulais dire que effectivement le livre est parcouru il y a plein de personnages qu'on croise, et on va avoir plus loin un peu des updates sur leur situation, et à chaque fois ils vont avoir connu des représailles par le pouvoir, par Snow, et chaque tentative plus ou moins concrète d'émancipation ou de recherche de liberté va se terminer mal. Et sans que la thématique soit vraiment développée, enfin je veux dire ça reste du young adulte. On voit à travers les exemples et par du concret effectivement ce genre de questions, et comment est-ce que ce régime peut tenir. La réponse est par la peur, et par la violence, et par le sang. Et mine de rien, on voit aussi, enfin ça répond aussi à la première trilogie, où on voit aussi que une révolte, ça se construit sur le long terme, et que mine de rien, il y a quand même des graines qui sont plantées. Elles sont plantées par plein de personnages, et et même si sur l'instant ça ne prend pas, même si les conclusions sont quand même assez terribles pour beaucoup de choses, il y a quand même des éléments qui sont là et qui ensuite permettront dans la révolution de Katniss de prendre sans Haymitch, en fait, il n'y a pas de Katniss. Et du coup, je trouve que ça se répond quand même assez bien. Et il y a un moment où c'est adressé directement sur le lien entre ce qui s'est passé pour Haymitch et ce qui se passera pour Katniss derrière. Et je trouvais que c'était hyper intéressant aussi, la façon dont c'est mis en perspective. Ça m'a pas mal donné envie de relire la trilogie d'ailleurs, du coup. De me dire, ben là, en fait,
Le fait aussi que je me rende compte que c'était très flou dans mes souvenirs, je me suis dit, ben là, en fait, j'irais bien relire et avec aussi cet éclairage potentiellement et ce passif, voir ce que ça donnerait. Donc je sais pas si je le ferai, je sais pas si j'aurai le temps, mais c'est un nouveau projet de relecture qui est apparu dans mon cerveau. Ouais, moi aussi. Et de revoir les films aussi. Je reverrai peut-être d'abord les films, parce que c'est peut-être le plus rapide à Ouais, faire. ça prend moins de temps. Moi, je les Et avais un des revus déjà en fait, après avoir vu le film là sur le préquel, le ça 4, m'avait le 4, le ouais, 5, ouais. enfin le truc sur Snow quoi. Ouais. Ça m'avait le film sur Snow m'avait vraiment donné envie de revoir les films originaux, donc je me les étais tous enfilés et quand même ils ont aussi énormément de qualité ces films. Hein. Bon, déjà. Mine de rien, c'est pareil, hein, on en a eu un paquet ensuite hein, des Hunger Games-like au cinéma. Et il y a quand même un truc qu'on peut pas enlever à celle-là, c'est que en prenant Jennifer Lawrence comme actrice principale, ils ont eu un nez de fou parce que c'est quand même vraiment une actrice formidable et elle incarne une Katniss qui est certes badass mais aussi tout en faiblesse par moment et enfin je pense que vraiment le fait d'avoir choisi Jennifer Lawrence pour ça voilà, ils ont eu le nez creux quoi. Et puis en plus de ça, il y a quand même vraiment des très très bons choix de réalisation. Enfin, que tu le disais, Jonjon, il y a quand même vraiment des images qui marquent quoi sur le Capitole, sur toutes les tenues. Enfin, je sais pas justement Effie et ses Ce que j'allais tenues et dire, tout. les robes, ouais. Les robes. Ouais. La robe qui Le s'enflamme défilé là. dans le char. Mais oui, Bah le oui. défilé du char, Bien sûr, bien sûr. évidemment. Et ouais, non, il y a plein de trucs qui marchent du feu de Dieu. Le Même le lancement des jeux avec les tubes, le silence, ouais. cinéma. Non, vraiment, c'est du très très bon cinéma. Et ouais, les 4 films restent plutôt bons, quoi. C'est pas. C'est quand même à souligner aussi. Quoi. Bah, d'ailleurs, ça me fait penser que hier, ils ont commencé à annoncer les castings pour l'adaptation de celui-ci. Oui. Il sortira en fin 2026, je crois. Ouais. Oui, c'est ça. Et alors, par contre, je connais pas les acteurs, je crois. Alors, l'actrice qui jouera, c'est Léonore Dove. C'est Whitney Peak, je crois elle s'appelle. Elle était dans le remake de Gossip Girl. Voilà. Et l'acteur qui jouera Haymitch, par contre, je ne connais pas. C'est Joseph Zada. Son petit nom, mais pareil, je sais pas. Attends, et je viens de voir, il y a 3 heures, ils ont annoncé le casting pour Macy Lee d'honneur. Ce sera McKenna Grace. Je ne connais pas. Grace McKenna, je crois que je la connais et je crois que je l'aime bien. Attends, que je vérifie sa tête, mais si. Attends, du coup, je regarde. Si, j'ai déjà vu ça. Si, elle était dans un certain nombre de séries télé et elle est assez fun. Je pense que ça pourra faire une bonne. Elle est dans beaucoup de séries, je crois. Ouais, elle a fait plein de séries. Et je pense que ça pourrait être une. Elle a un certain charisme, donc il y a moyen que ça marche bien. Parce que bon, on est d'accord, Maisie Lee, meilleur perso, quoi. Je l'ai beaucoup aimé. Et Macy Lee, trop bien. Macy Lee, cœur. Macy Lee, typiquement le personnage qu'on aime, qu'on veut voir, qu'on adore aimer, la meuf qui envoie des tacles à tout va, enfin qui est ultra drôle, qui est ultra forte en fait aussi et qui derrière est aussi vraiment ultra gentille, attentionnée, qui a une vraie profondeur. C'était vraiment ouais, c'est un personnage qui est vraiment super bien réussi, je trouve. Enfin, elle est vraiment. Je trouve qu'il y a rien à redire sur sa construction, sur son personnage. Ouais, c'est vraiment une masterclass. Macy Lee, elle est parfaite.
Mais du coup, ouais, j'ai très très hâte. J'espère qu'ils vont pas la rater dans le film. Hein. Ouais, bah après, ils ont qu'à reprendre ces dialogues. Hein. C'est écrit, c'est bon. Y a rien de plus à faire. J'avoue. Non, c'est vrai, tout est là. Elle est tellement parfaite. Et du coup, si on parle des personnages, moi j'ai quand même beaucoup aimé Wyatt aussi. Ouais, il est génial, Euh, Wyatt. Il est ultra chou, avec une grosse fragilité et en même temps une compétence. Enfin, je l'ai trouvé impressionnant aussi et super humble et pas du tout sûr de lui. Enfin, vraiment, ouais, t'as envie de le protéger, et bon, bah. Bref, je sais pas à quel moment on parle des choses. Je pense que tout le monde sait qu'il va mourir. Et c'était. Parce que c'est le principe du Donc, livre. Ouais, non, ouais, moi aussi j'adorais. Ouais. En plus, Wyatt, excusez-moi, mais il calcule des stats dans sa tête tout le temps. Je suis amoureuse. Ouais. Il est Forcément, parfait. tu vas adorer. Je l'aime, je l'adore. Bah oui. Je suis complètement fan de lui aussi. Ouais. Non, mais tous, hein, vraiment les tribus qu'on voit, je les ai quand même vraiment tous beaucoup aimés parce que pareil, Loulou, toute son histoire, elle est tellement touchante aussi. Il y a plein de trucs. C'est et pareil, en plus, c'est vachement bien fichu parce que ça te rappelle tout ce qui s'est passé avec Pita dans les tomes d'après, mais en te les amenant d'une façon totalement différente. Et du coup, je trouve que c'est très bien fait de reprendre les mêmes éléments, mais de manière totalement différente, pour t'accrocher à un personnage aussi. C'était cool. Ouais, la team District 12 est vraiment la meilleure, tout Ouais. simplement. Ouais. Non, après, Ampert, il est chou aussi. Ampère aussi, ouais. Sûr qu'il est chou. Mais même les autres, il y en a quelques autres qu'on voit un peu. Ils sont tous chous, hein, globalement. Ouais. Mais De toute façon, c'est des enfants. Hein, ouais. Ouais. Des Enfin, enfants je qui veux vont dire, à la mort. c'est ça, C'est ça. à l'abattoir. C'est dur de pas avoir de l'empathie pour eux, quoi. Ouais, non, mais ça marche quand même vraiment très bien parce que ça pourrait paraître forcé, en fait. Justement, il y a tous les éléments qui font que si ils n'étaient pas écrits avec de la profondeur, tu verrais les ficelles à des milliards et des milliards de kilomètres à la ronde, parce qu'en fait, c'est vraiment, ils sont écrits pour mourir, tous ces personnages. Et même en le sachant, mais tu t'y attaches quand même, quoi. Ouais, Et tout ça parce qu'ils n'ont pas mis les violons derrière. Enfin, vraiment, il y a une construction, une écriture des personnages qui est excellente, quoi. non, je suis d'accord. Et un des points sur lesquels ça m'intéresserait de relire aussi la première trilogie, c'était un truc dont tu parlais, Nympha, c'est la question un peu du trauma, de la violence et de l'impact sur la psychologie. Et c'est vrai que je me souvenais pas, moi, si c'était vraiment aussi le cas dans la première trilogie. Dans le premier préquel, ça m'avait pas marqué. Là, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'efforts sur cette question, et que ce soit pour les tribus ou même pour les proches, où on parle aussi des familles qui sont restées à la maison et il y a leurs fils ou leurs filles qui sont partis mourir. Et eux aussi vont être traumatisés, vont être dépressifs, vont avoir envie de mourir. Et je trouvais que c'était bien rendu cette question-là, parce que c'est vrai que nous, en tant que lecteurs, c'est un peu du divertissement. À l'intérieur, pour les gens du Capitole et pour d'autres, c'est aussi du divertissement, c'est la télé. Mais la question ça reste, c'est juste de la violence pure et du trauma, je trouve, était bien rendu dans ce tome-là. Et ça m'intéressera de relire les premiers pour me rendre compte de si c'était aussi déjà le cas dès le départ. Pour moi, en tout cas, autour de Katniss, il y a quand même vraiment une Ouais. notion du trauma qui est hyper importante. Katniss, Mm. Katniss, elle est complètement brisée par les jeux, elle va vraiment pas bien. Ouais. Et Pita, c'est pareil, il va pas bien non plus. Enfin, c'est quand même vraiment deux personnages qui ont vraiment souffert. Après, sur les proches, on voit un peu moins de proches, je crois, de mémoire. On avait la mère de Katniss et la sœur de Katniss. Ouais. Mais
ça m'a moins marqué, je crois, mais après, il faudrait peut-être que je les relise aussi, parce que je crois quand même que sa Ouais. petite sœur, elle va pas très très bien non plus dans sa tête, hein, parce que justement, sa sœur a quand même, c'est quand même, dit quand même, oui, non, Sacrifié pour elle. je me sacrifie pour y aller à sa Ouais. place, donc a priori, elle doit pas non plus trop, elle va pas très très bien non plus, la petite Prime. Non, c'est sûr. Donc ouais, non, mais je trouve que ouais, non, pour moi c'était déjà dans la première trilogie quelque chose qui était, et surtout sur Katniss. Katniss, vraiment, la santé mentale de Katniss, c'est quand même vraiment un gros point de la première trilogie. Et pareil, enfin à l'époque, je veux dire, encore une fois, on était en pleine période Twilight, quoi. C'était pas, je trouve que c'était en avance sur son temps, sur Ouais, complètement, pas du tout au même niveau. Sur la construction de la psychologie, on va dire, Ouais. et de ce qu'on peut en retenir. C'est pas les mêmes buts recherchés après, du coup. Enfin, je pense que Twilight, ça n'a pas vocation à être une réflexion sur la société ou sur quoi que ce soit. Enfin, c'est pas là où Hunger Games, tu sens que ça a quand même un but de réflexion, de reflet de la société. Ça, c'est une dystopie, quoi. Donc, ça a beaucoup plus de volonté politique que un livre comme Twilight qui a d'autres avantages et d'autres objectifs que te faire réfléchir à la politique sociale et à des choses comme ça, quoi. Attends, Twilight, c'est pas bien le sexe avant le mariage quand même. Il y a une vraie réflexion politique autour de ça. Et est-ce que c'est mieux un vampire ou un loup-garou comme copain? Mais Luna nous dit sur le chat que effectivement, par rapport au précédent livre, là on a un personnage qui parle beaucoup plus de son environnement et de son entourage, et donc on apprend plus sur le lore de Panem que effectivement, ouais. Mais Katniss, c'était quand même une meuf qui était globalement hyper solitaire, donc elle s'en foutait un peu de tout le monde et de tout, et de tout, alors que Haymitch, c'est quand même vraiment une personne qui est dans une communauté et qui est attachée à sa communauté. Dans l'ensemble, moi je l'ai bien aimé. Tu vois, John, tu disais que t'avais pas accroché. Moi, je l'ai trouvé, je l'ai quand même trouvé choubidou, et en plus de ça, vraiment, j'ai trouvé ça assez. Enfin, comme tu sais comment il va finir, j'ai quand même trouvé ça terriblement tragique, quoi. Ce destin du mec qui est globalement un mec qui a une vie qu'il aime, une fille qu'il aime, qui est hyper sociale, qui aimait tout le monde et qui aime tout le monde, et qui finalement va se retrouver alcoolique dans une maison tout seul dans un quartier de Victor. C'est triste, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Je sais pas pourquoi je me suis pas attaché plus que ça à lui. Je l'ai pas détesté, hein. J'ai trouvé effectivement sympa, surtout dans son rapport aux autres, en fait. Je pense que son rapport de lui aux autres, c'est vraiment son point le plus positif, parce que tu sens qu'il a beaucoup d'empathie, qu'il essaye de prendre soin des gens, etc. Mais je sais pas, je me demande si ça a pas été impacté par le fait que j'ai été gêné par le fait que tout lui tombe dessus, ce que je disais aussi de manière un peu artificielle, en particulier le début. Je sais pas, on spoil pas encore. Allez, je pense qu'on peut spoiler. Nous lançons officiellement la période des spoils. Si vous n'avez pas lu le livre et que vous ne voulez pas vous faire spoiler, allez le lire et revenez nous voir en replay très très vite. Et puis sinon, si vous n'avez pas peur des spoils, vous pouvez nous écouter. C'est vrai. Du coup, oui, en fait, j'ai trouvé que le début, la façon dont il se retrouve recruté, tiré au sort, si je puis dire, récolté, moissonné, bref. Moissonné.
moissonné. Ça, en fait, ça m'a vraiment fait fort souffler, lever les yeux au ciel, et etc., etc. J'ai trouvé ça extrêmement artificiel et complètement inutile parce qu'il n'y a aucun suspense. Vu que, encore une fois, c'est un préquel, donc on sait que Haymitch va aller aux Hunger Games. Il n'y a pas de question. Donc te faire un espèce de faux suspense de ah, on a tiré quelqu'un d'autre, oh là là, ah, il s'enfuit, ah, on le tue, ah, gna gna gna. Et ok, pourquoi pas, ça rajoute du drama. Mais après, j'ai pas compris pourquoi il faisait pas juste un nouveau tirage au sort et là tu tombes sur Haymitch. Et pour moi, t'as le même yo-yo de ah non, c'est pas lui, ah non, il retire, ah finalement c'est lui. Mais le fait de faire cette espèce de truc où il va essayer d'intervenir pour dans le mouvement de foule parce que sa meuf, elle essaye de protéger l'autre meuf du mouvement de foule et que du coup il va et que blablabla et que du coup l'autre dont je sais plus le nom dit gna gna gna, bah toi comment tu t'appelles bah on va mettre ton nom au-dessus hein. J'étais là mais en fait Ouais. je sais pas, j'ai trouvé ça Non, moi je suis d'accord. Moi complètement j'ai pas débile. aimé non plus la scène. Je trouvais que c'était nul. Je trouvais qu'effectivement c'était pas, trouvais ça c'était pas du vraiment tout nul. efficace quoi. C'était, enfin ouais, Ouais. c'était du faux suspense pour rien quoi. Puis en plus, alors je dois avouer, j'ai détesté les Nordov. Du coup, ça m'a grave saoulé qu'ils partent juste pour sauver sa meuf, alors que sa meuf, je l'aime pas. C'est la même que Lucy Gray dans le tome d'avant. J'aimais déjà pas Lucy Gray. Et là, ils ont fait pareil, exactement le même personnage. Enfin, vraiment, avec les mêmes, allez, regardez, comme je suis une musicienne, et regarde, je fais des poèmes et machin, et je suis une rebelle, et... Ah ouais, non, vraiment, elle, je l'ai trouvée mais ultra cliché et elle me saoulait, mais elle me sortait par les yeux. Et donc en plus que ce soit pour sauver enfin pour aider les Nordov qui partent, ah ça m'a saoulé. Ouais. Ça, voilà, j'ai trouvé ça vraiment nul. Heureusement, ça m'a pas suffisamment sorti du livre pour que j'apprécie pas le livre ensuite, parce que c'était vraiment un risque. Après une scène comme ça, franchement, ça aurait vraiment pu me sortir complètement et me faire derrière tout refuser en bloc, dire bon bah là, de toute façon, c'est n'importe quoi, c'est complètement artificiel. Ça m'a pas fait ça, mais peut-être que ça a joué sur mon implication dans le personnage de Haymitch, vu que déjà je savais qu'il allait gagner, je savais qu'il allait survivre, il était là-dedans de manière artificielle. Derrière, pareil, j'ai trouvé ça quand même assez artificiel, c'était moins pire, mais quand même assez artificiel les moments où il se retrouve impliqué dans les plans secrets de la rébellion. J'ai trouvé que ça pareil, c'était juste il a été parlé au papa avec ses patates, donc bim, ça va être notre émissaire de la rébellion pour aller casser le truc. Mais pourquoi? Enfin, il a, ou alors j'ai loupé un truc, mais pour moi, il a juste rien fait de spécial. Il a dit peut-être un mot gentil au fils là, en père. Ah non, moi Et pour moi derrière, c'est en il a été lien. voir le papa. Ah non, moi pour moi c'est en lien avec tout ce qu'il a fait vis-à-vis de Luella. C'est quand même qu'il a montré à quel point C'est vrai qu'il s'est il a rebellé quand même contre Luella. vraiment une vraie rébellion au cœur et qu'il a il a une vraie vision de il veut casser la roue quoi. Et il le dit, c'est la première chose qu'il dit aussi Ouais. à Max et YRS. Donc YRS, on sait qu'elle est pote avec Beatty puisqu'ils sont du même district. Donc pour moi ça pour le coup c'est hyper crédible. Ok, c'est vrai qu'il s'est un peu rebellé avec Luella. J'avoue que j'avais pas fait le lien et c'est vrai que sur le coup, je tiens genre mais pourquoi il décide de lui donner tout ça à lui alors que il n'y a pas de raison. Mais bon, c'est ok, j'accepte. Ouais, parce qu'en plus, il a pris vraiment des risques avec Luella, le mec qui arrive, qui prend le cadavre pour l'amener au pied de Snow. C'est quand même pareil, c'est une scène ultra marquante. En vrai, il y va, quoi. Ok, j'accepte cette explication et une partie de mes récriminations contre le fait que tout tombe tout seul sur Haymitch de manière artificielle dans ce scénario. Yeah!
Yeah. Allez, le prochain point. Il y a Lilou dans le chat qui nous dit qu'elle a vérifié le truc avec les pommes de terre, le zinc et le cuivre, ça marche. Ah, ça c'est fort. Ok, on le saura. La prochaine fois qu'on sera coincé dans une arène, on pourra faire de l'électricité. Avec des pommes de terre, du zinc, du cuivre. Si on veut tout Et saboter. une ampoule. Et du coup, alors je continue à râler un petit peu. J'arrêterai après. Un peu, mais pas j'apporte trop. ça après tout. Est-ce qu'on peut parler de ce... Enfin, moi, le plan de sabotage m'a paru tout pété. Alors peut-être que encore une fois, vous allez me dire, mais non, tu n'as rien compris, et je suis tout à fait preneur. Mais en fait, tout cet arc n'a pas du tout fonctionné sur moi. J'ai trouvé ça un peu tout pété, le plan de je descends et je casse le réservoir d'eau. Et bah ok, et effectivement bah ça marche pas parce que comme on lui a dit, bah il y a un générateur de secours, il y a un truc de secours. Enfin, je comprends pas à quel moment ce truc était censé marcher. Alors peut-être que c'est parce que, encore une fois, on savait que ça allait pas marcher vu que bah on connaît la fin. Je sais pas si c'est pour ça que, comme je savais que ça allait pas marcher, je me suis dit que de toute façon ça pouvait pas marcher et du coup j'ai trouvé ça débile. Je sais pas, mais la combinaison des deux a fait que j'étais pas trop impliqué dans tout cet arc-là en fait. Alors que moi, je me rappelais, en fait, dans le deuxième tome de la saga principale, il y a Beatty. Et en fait, ils expliquent justement, parce que dans ce tome-là, ils cherchent à saboter la reine, avec notamment Beatty qui a un rôle ultra important là-dedans. Et ils disent, ouais, on avait déjà fait ça avec les jeux d'Haymitch. Et en fait, du coup, notamment le fait d'aller au bord de l'arène, le fait de voir le champ de force. Le champ de force, ouais. Le champ de force, c'était un truc qui était hyper important dans la saga principale. Donc moi, je l'ai vu vraiment comme tout ça, en fait, ouais, évidemment que ça va pas marcher, mais c'est des petits cailloux qui sont hyper importants pour après la survie de Katniss et Peeta dans le tome 2. Donc pour moi, c'était une question de continuité absolue avec et aussi avec du coup le personnage de Beatty qui crée tout le truc. Par contre, ce que j'ai trouvé vraiment tout pété dans leur plan, c'est le truc du oui, alors vous allez vous retrouver au nord. Mais genre, elle est grande, la reine. Genre, donnez-vous un vrai... Genre, le but dans les Hunger Games, c'est de ne pas faire de bruit, de ne pas être vu, sinon tu vas te faire tuer par les méchants. Et genre, comment du coup tu peux t'attendre à te donner un rendez-vous si tu t'es pas donné un rendez-vous à un endroit très très précis, quoi. Ça j'ai vraiment trouvé ça vraiment tout pété. Oui, mais bon, il fallait. Et puis il se retrouve sans trop de problèmes au final. Ah ouais, non mais ça marche Bon, hyper bien. Il le voit traverser, cela dit, il le voit arriver de loin, donc. Mais ouais. Heureusement que les carrières étaient pas non plus au top cette année-là, quoi. Voilà, j'ai fini de râler, je pense. Déjà? Oh. Déjà, bah, après je vais tourner en rond, sinon je vais redire on connaissait déjà la fin. Moi j'avais un point pour râler, mais ça va être très rapide. C'est sur la traduction. Il y a des jeux de mots qui là sont traduits et qui du coup marchent pas du tout. Il n'y a pas de note de bas de page pour la traduction. Par exemple, Lénore Dove avec le Blanche Colombe. Alors je l'ai lu en anglais, donc je ne saurais pas te dire. Il y a un personnage féminin qui s'appelle Lénore Dove, et Dove en anglais ça veut dire colombe. Oui. Oui, voilà, mais c'est aussi une couleur, en fait, c'est la couleur de. Enfin, c'est la couleur colombe. Et en français, ça marche pas du tout parce qu'ils disent Lénore Dove et après ils disent ah bah oui, Blanche Colombe. Et moi je comprenais rien.
Et en fait, bah, j'ai regardé, Dove, ça veut dire colombe. Mais bref, Oui. mettre une petite note pour dire Dove en anglais signifie colombe, ça prend une seconde et ça traduit le jeu de mots. Et il y a plusieurs fois ce truc-là, et au bout de la deuxième fois, j'ai regardé parce que je me dis, mais pourquoi est-ce que je comprends rien à cet échange? Pourquoi est-ce que cet échange ne fait aucun sens? Et en fait, c'est juste que c'était en anglais, quoi. Voilà, c'est tout. Ok, ça m'a pas du tout marqué cet échange du coup. Je vois pas du tout le moment où il parle de Léonore Dove qui soit une White Dove. Je crois que c'est Snow qui essaye de deviner le prénom de la personne que Haymitch aime, où il dit ah oui c'est le prénom d'une couleur, ou ah non c'est le prénom d'un oiseau. Et après là genre ah bah c'est l'alliance des deux, et j'étais là genre qu'est-ce qu'il raconte, je comprends rien. Voilà. je crois que c'était ça. C'est un passage très rapide. Ce n'est pas un gros problème, mais juste s'il y a des trucs qui perdent de leur sens quand on les traduit, bah mettez une petite note, quoi. Et dans le premier préquel, ils t'avaient pas fait, parce que le premier préquel, leur devise, enfin le truc qu'ils disent tout le temps, c'est Snow lands on top. Donc la neige, enfin il y a plein de jeux de mots sur neige. Après peut-être que le fait que Snow veuille dire neige, c'est plus évident peut-être que. Oui, c'est possible, je me souviens pas. Ouais. Mais voilà, c'était mon seul point. Non, bah moi j'ai déjà râlé. Mon truc qui m'a fait râler, moi, c'était surtout Léonore Dove, que je trouvais vraiment En fait, j'ai trouvé que c'était vraiment une Marissou, quoi. C'était vraiment la meuf trop parfaite pour être vraie, quoi. Elle est rebelle au grand cœur, elle est artiste, elle chante bien. Et du coup, ouais, j'ai trouvé que c'était un peu. C'était trop, quoi. Oui, c'est pas l'arc le plus réussi. Et effectivement, en plus, dans le premier préquel, moi j'ai enchaîné les deux en plus, et c'est vrai que pareil dans le premier préquel, l'arc de Lucy Grace, enfin l'arc d'amour en tout cas, n'est pas le plus réussi. Et là, du coup, c'est vraiment rebelote, quoi. Tu as un chat qui veut se montrer. Oh. Ouais, il veut dire bonjour? Non, il veut pas. Timide, mais pas trop. Voilà, c'était la petite distraction. Non, je suis d'accord sur le personnage, et je trouve qu'il y a quand même un côté où on surfe sur Lucy Gray, où en plus, ce que tu disais, je suis d'accord, Nympha, sur le fanservice par rapport à ce premier préquel, mais qui en plus n'apporte pas grand-chose, où on a un peu la suite. Enfin non, en fait, on n'a aucun élément de plus sur le préquel, et juste on se contente de faire des clins d'œil là où... par rapport à la première trilogie, oui, il y a un côté fanservice, mais en même temps, on revoit des personnages qu'on connaît, on en apprend plus sur eux. Là, sur Lucy Gray, et c'est surtout sur elle, en fait, on n'apprend rien de plus, et juste on se contente de la placer en disant « Ah, ça fait penser à Lucy Gray, ah, c'est sa chanson, ah, machin, machin ». Et en fait, on n'apprend rien de plus, juste on nous la place en disant « Coucou, je sais que vous l'avez lu, et du coup, petit clin d'œil ». Mais j'ai trouvé ça assez artificiel, quoi. Il y a un truc, il y a un élément qui est placé, et en fait, c'est une question de filiation, parce que du coup, donc Léonore Dove, c'est la cousine de Burnwitch, le père de Katniss. C'est la cousine du père de Katniss. Donc du coup, et clairement, Léonore Dove, elle descend soit de Léonore Grey, soit de Lucy Gray, soit de la sœur de Lucy Gray. Et donc en fait, je pense que vraisemblablement, en fait, ils t'ont placé ça exprès, et cette histoire de cousinage, pour te dire, regarde, Katniss, en fait, c'est la petite fille de Lucy Gray, et Léonore Dove, c'était la fille de la sœur de Lucy Gray. Donc, je pense qu'il y a un lien comme ça. Enfin, à mon avis, après, j'ai aussi été regarder vite fait sur Internet. Les théories vont dans ce sens, de dire que a priori, Léonore Dove, c'est la fille de la sœur de Lucy Gray, et Lucy Gray, elle, c'est la mère du père de Katniss. Et Lucy Gray, comment elle peut avoir un enfant? Mais elle meurt pas à la fin du premier tome. Enfin, elle meurt pas à la fin du préquel. Elle meurt pas ? Elle disparaît. On sait pas où elle part, mais elle disparaît.
Mais du coup, on peut très bien imaginer qu'elle se reproduit et qu'elle refile le bébé. Moi, j'avais considéré qu'elle était morte. Non, elle meurt pas. J'avais considéré que Snow la tuait. Vu que c'est pas écrit noir sur blanc, effectivement, mais bon, moi j'avais dans mon headcanon, elle était morte. Et justement, Snow l'avait tuée et c'était un peu tragique. Non, justement, ouais, pour moi, c'était le truc que justement Snow n'a pas fait et se le reprochera toute sa vie, et c'est pour ça qu'il haïra encore. Enfin, c'est d'autant plus crédible qu'après il haïsse autant les gens du district 12, parce qu'en fait, il a raté son. Enfin, il a même pas fini. Il a pas eu la meuf, mais en plus, il l'a pas tuée non plus, quoi. Après, enfin. Mais bon, après, on peut aussi penser qu'elle est morte. Hein. Je sais pas, c'est pas ultra clair. On sait juste qu'elle disparaît et qu'on n'entend plus parler d'elle, quoi. Moi, je pense qu'elle est morte. Voilà. J'ai vu pas mal de gens qui râlaient, mais je pense qu'ils ont découvert la saga avec le premier préquel. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui râlait parce qu'ils pensaient que ce deuxième préquel allait être la suite du premier. Et bon, c'est vrai que moi, c'est pas un truc. J'y avais pas pensé une seule seconde, et j'avoue que ça m'aurait plutôt déplu, je pense, de continuer Snow et Lucy Gray. Mais j'ai vu des gens qui râlaient, qui mettaient des mauvaises notes, mais je pense que c'était des personnes assez jeunes, qui râlaient parce qu'elles pensaient que ça allait être la suite de leurs aventures. Ça m'a fait un peu rire. Ah oui, pour le coup, je trouve ça logique parce que on avait un peu fait. Enfin, tu pourrais avoir un peu la montée de Snow, comment il prend le pouvoir, mais j'ai trouvé que le premier préquel, bah moi j'ai bien aimé, je trouvais que c'était intéressant de placer Snow avec quand même des contradictions et des questionnements, et avec aussi des réflexions politiques qui là étaient plus sur bah, toute cette histoire de contrat social, etc. C'est assez intéressant aussi. Mais du coup, une fois que ça c'était fait, je suis pas sûr que c'était très intéressant. Enfin, je pense que ça peut toujours être intéressant de voir l'évolution des Hunger Games au fur et à mesure, de voir comment on passe de c'est un truc tout nul à on commence à mettre la télé et des sponsors à maintenant c'est un énorme truc avec des arènes ultra technologiques, etc. En vrai, voir moi ça m'intéresse, mais d'un point de vue plus, je vais pas dire scientifique, mais intellectuel, quoi, de voir limite voir année après année qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui évolue. Mais là, tu pourrais me faire un companion guide. C'est ton côté Wyatt. Tu me fais juste ça et je suis content. Je sais pas si faire une histoire chaque année. Ça va être compliqué, je pense qu'on atteint un peu les limites au niveau des personnages et des protagonistes. Ou si à chaque tome, tu te retrouves avec des gens qui essayent de révolutionner le truc, et parce que c'est ça qui est enfin, que j'ai trouvé aussi un peu fun. Si on fait une édition normale avec que des gens, enfin, je pense que ce serait compliqué. Je me suis posé la question de savoir s'il pourrait y avoir d'autres préquels, et je me suis dit qu'au bout d'un moment, en fait, ça va être vraiment trop une redite. Bah, déjà, mine de rien, là, ça a un côté un peu redondant. Hein. Je veux dire, le coup de la moisson, enfin le reaping, enfin justement, c'est aussi pour ça que ça paraît ultra forcé, parce qu'en fait, bah, tu l'as déjà vu une fois quand Katniss devient volontaire la première fois. Après, tu l'as revu le tome d'après quand c'est Pita et elle pour les Quarter Quells. Après, tu l'as revu dans le premier préquel avec Lucy Gray. Bon, c'est bon, quoi. T'as compris. Donc, c'est aussi pour ça. Enfin, il y a quand même vraiment des passages obligés. Genre la fameuse interview avec Flickerman, tout ça. Enfin, il y a un moment, c'est quand même très redondant. Ouais. Alors, ça a un côté hyper fun aussi, et doudou aussi, parce que mine de rien, ça fait quand même un certain temps qu'on n'avait pas vu la belle parade et tout. Enfin, t'es quand même content. T'as le côté retour à la maison de la première saga, mais je vais pas t'en faire un tous les 4 matins, quoi. Enfin, à un moment, c'est bon, t'as compris comment ça marchait, quoi. Non, c'est clair. Ça. Ou alors c'est un peu superficiel. Après ça devient un TV show, quoi. Et tu comprends de manière un peu cynique, tu comprends que ce TV show fonctionne. Hein. C'est très télégénique.
mais t'en faire un livre à chaque fois, c'est sûr que il y a moins d'enjeux. Ou alors, en fait, ce qui serait intéressant, c'est si tu te fais les Hunger Games de d'autres personnages pour connaître leur histoire, mais du coup, t'as le même problème qui est que bah si tu fais un préquel sur un autre personnage, bah pareil, tu sais qui va gagner. Donc t'as de nouveau pas d'enjeu. Donc Ouais. t'es un peu coincé quoi. Là où ça aurait Il pu nous être faut le intéressant, programme. c'est de voir d'autres districts. Tu vois, t'aurais pu éventuellement, Oui. mais dans ce cas-là, il aurait peut-être fallu ne pas refaire Image, mais on aurait pu Ouais. voir, par exemple, Mags, ou je sais pas moi, les jeux d'un autre personnage comme ça, que pour comprendre comment les gens vivent dans les autres districts, parce on a vraiment que vu le district 12 à chaque fois. On est tout le temps dans 12. Et là, c'est pareil, on tourne quand même vraiment. Toujours dans la fameuse meadow, je sais pas comment ils le traduisent en français, la clairière, avec le fameux hanging tree, et enfin bon, c'est toujours, enfin voilà quoi. Ouais, c'est vrai. Et en plus, la position d'underdog, Oui, et c'est les nuls, c'est ceux qui ont jamais gagné sauf une fois, mais voilà. Ils sont pas préparés, ils sont pauvres, ils sont nuls, ils ont pas d'amis. Enfin bon, bref. Là aussi, c'est vrai qu'il y a un côté un peu redite en fait. Et un autre point de vue pour être intéressant. Ceux qui sont élevés pour ça, ça peut être aussi intéressant. Mm. Les carrières, en gros, c'est leur moment pour briller, ça peut être aussi intéressant. Comment est-ce que tu grandis en étant un futur monstre, un futur tueur pendant les Hunger Games, ça pourrait être intéressant. C'est que là, toujours les 12, je les aime bien, hein, mais bon, on Ouais, mais commence à ça, en fait, connaître. ça pourrait être intéressant, mais il faudrait limite faire ça du coup sur un personnage qu'on n'a pas vu. Mm. En fait, un personnage qu'on connaît pas Comme et ça, il y a des du personnages. suspense. Tu te fais un truc Ouais, avec plusieurs points de vue et une année dont on connaît pas le vainqueur ou la vainqueuse. Et comme ça, au moins, tu sais pas qui va gagner. Et tu ouais. fais suivre plusieurs personnages pour pas. Parce que sinon, tu dis, ah bah c'est celui qu'on suit, c'est celui qui va gagner. Euh, Et là, ça apporterait peut-être moins à la trame générale de son histoire. Ça t'apporterait du contexte et ça pourrait t'apporter du fun, entre guillemets, du fun. Parce que je dis pas qu'il y a des personnes qui meurent. Non, Non, puis non, ça c'est peut vrai. apporter aussi à la trame de l'histoire, parce qu'en fait, en vrai, la rébellion, elle est pas que dans le district 12. Enfin, mine de rien, enfin, genre, dans le district 3 avec BT, enfin, il est vraiment pivot dans toute l'histoire. Et il y en a plein d'autres des districts enfin, je sais pas moi, Et la ça famille de t'apporterait au moins du Loulou, contexte, en fait. la petite Loulou là dans le district 11. Pareil, a priori c'était des rebelles aussi, hein, sinon la gamine serait pas dans l'état dans lequel elle est. Enfin, il y a plein des rebelles, il y en a ailleurs, et du coup, Ouais, même sur leur rapport à la rébellion pourrait aussi apporter du lore. Hmm. Là, mais là, voilà. bon, après d'un autre Colline, côté, je m'écoute. là, c'est un côté quand même assez beau aussi de voir comment Emmett a été brisé, mais comment. Enfin, t'imagines, tu te mets à la place de ce pauvre type. Bon, déjà, on a tué tous les gens qu'il aimait. Il va très très. Il a dû tuer des gens et tout. Enfin, il sort de là. Et en plus de ça, tous les ans, tu lui refiles deux gosses dont il sait qu'ils vont crever dans d'attention. Tous les ans. C'est horrible. Il peut pas s'attacher. Il va les regarder crever tout le temps. Et là, tout d'un coup, t'as une année, c'est la fille de son ex-BFF, quoi. Mm. Et mais vraiment, ça doit être super dur, quoi. Voir arriver Katniss, là, enfin... pauvre Emiche, quoi. Le mec... du coup, ça a un côté Mais le très tragique qui est beau aussi, hein. Ça marche, quoi. Non, c'est vrai, caf de c'est vrai. mentor, c'est vraiment l'enfer, hein. C'est genre, t'as pas assez douillé dans ta vie, quoi. C'est. Allez, continue. Et puis comme, de Mais toute je trouve façon, que les... Pardon, non, vas-y, non, pas. mais comme en plus, de toute façon, tous les ans, il va être mentor du 12, puisque tous les ans, enfin, puisqu'il y a que lui, il n'y a pas le choix, Ouais, quoi. ouais. Donc, horrible, tous les ans, on va lui refiler deux petits pipous, là, deux petits osios qui vont s'attacher à lui, parce qu'en fait, il peut pas s'en empêcher d'avoir des petits pipous qui s'attachent à lui, et tous les ans, il va les regarder crever comme des chiens, quoi. C'est horrible. L'angoisse.
Et est-ce que vous savez combien d'années ou d'éditions il y a entre justement les 50e, là, ceux de ce livre-là, et ceux de Katniss? Bah, C'est 74 du coup, ceux de Katniss, vu que dans Ok, le donc deuxième tome 24. c'est 75. c'est 75 le deuxième tome, puisque c'est les, Ok. c'est les troisièmes Quaterquell. C'est les troisième quart. Troisième expiation. Et voilà. Ok, donc pas mal de temps. Et j'avais une autre... Oui, sur les mentors, j'ai trouvé que Max et YRS, je sais pas comment on le dit, un peu en retrait. J'aurais bien voulu les voir plus. En plus, je me souvenais pas de qui c'était. En fait, j'ai regardé après dans le wiki, et quand j'ai vu leur tête, j'étais là, genre, ah, mais bien sûr, on les voit au moins dans le 2. Mais c'est vrai que dans celui-ci, je me souvenais pas, et du coup, c'était un peu vague. On les croise dans le livre, alors qu'en plus, enfin, j'ai trouvé qu'il y avait pas trop de choc quand on les revoit à la fin, où du coup, il y a eu de la torture. Et c'est vrai que, bah, du coup, vu que je m'étais pas vraiment attaché dans les deux, c'est des femmes, on est d'accord. Oui. Et vu que je m'étais pas trop attaché à elle, bon, évidemment, c'est horrible qu'elle soit faite torturer, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu ce truc émotionnel où ça aurait été le cas si ça avait été Effie, qui est ultra choupi dans celui-là, ou d'autres. Et c'est dommage pour des mentors, j'aurais bien voulu les voir un peu plus. Alors moi, je me rappelais Moi, je les très ai bien de trouvés Max. mimi. Et je l'ai trouvé très Moi, mimi, je me mais rappelais pas du tout d'elle. moi, je me rappelais très bien de Max et de YRS, en fait. YRS, Ok. mais je me rappelais que YRS était complètement taré, donc du coup, du coup, je me doutais bien qu'elle allait finir torturée, de toute façon, parce qu'il fallait bien qu'elle... voilà. Et Ouais. Max, en fait, je me rappelais très bien d'elle. C'est la petite vieille qui est portée par Finnick. Et du coup, je me rappelle, enfin, pareil, c'était vraiment la mentor absolue de Finnick. Elle était trop mimi. C'était elle qui s'était sacrifiée pour la meuf de Finnick parce que la meuf de Finnick était enceinte et pareil, elle était pas très bien dans sa tête non plus parce qu'elle a fait aussi les jeux, cette nana. Et du coup, si Max, moi je me rappelais que c'était vraiment une lady, quoi. C'est vraiment Ouais. une mamie choupie absolue. Et du coup, j'étais contente de la revoir en mode mamie qui te donne de la soupe et qui est trop choupie, quoi. Mais moi, je me souvenais pas du tout des deux, mais je les ai trouvés mimi quand même. Et je trouve qu'effectivement, bah, c'est le moment aussi où t'atteins un peu les limites du rôle de mentor, qui est un rôle un peu. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un peu semi-artificiel, c'est-à-dire que tu dois les aider, mais en fait, très vite, de toute façon, ils vont dans l'arène et tu peux plus faire grand-chose, quoi, de toute façon. C'est fini. C'est ça. Voilà, donc elle leur donne quelques conseils. Je trouve elle leur apporte du soutien émotionnel, du confort, et elle leur donne des conseils. Alors qu'en plus, au début, il y a un mini moment où ils te font te demander si elles vont être sympas avec eux parce qu'elles sont pas de leur district et donc elles pourraient vouloir, en fait, pas forcément les aider vu qu'elles veulent que ça soit leur district qui gagne. Et très vite, enfin tout de suite, tu vois qu'en fait non, elles sont complètement là pour les soutenir, mais que ouais, t'as l'impression qu'elles peuvent pas faire grand chose, donc elle leur donne quelques vagues conseils quand même. Elles leur disent essaye de regarder, elle leur fait la soupe, elle leur dit bon bah d'abord de l'eau, ensuite je sais pas quoi. YRS elle coupe l'électricité à un moment quand même pour le plan secret. Et Oui, puis il y a une scène que j'ai trouvée très belle. C'est le moment où Haymitch craque. Le moment où il se met à pleurer dans les bras de Max. Moi, je trouvais ça très beau. Parce que pareil, en fait, t'en vois très peu des héros masculins. En plus, Mitch, il est quand même présenté comme assez badass, quoi. Le mec, pour le coup, il a vraiment beaucoup des qualités du héros masculin, mais c'est un héros masculin qui pleure et qui pleure beaucoup. Et quand il craque dans les bras de Max, vraiment, j'ai trouvé que c'était beau, quoi. C'est une scène qui est hyper forte. Mais dans l'ensemble, de toute façon, les personnages sont vraiment excellents. Hein. Même si personne n'arrive à la cheville de Maïseli. Elle m'a un peu fait penser à Tristabel Carmine, encore mieux. c'est le même genre. C'est vraiment le même genre, ouais. Ouais. Les joutes verbales avec Drusilla, je sais pas comment elle s'appelle. C'est ça, Drusilla? Ouais, c'est ça, Drusilla, ouais. Sont assez truculentes. Ouais. Ah ouais. J'ai beaucoup aimé. Je
pas si on peut appeler ça joute verbale, c'est vraiment complètement à sens unique, mais c'est très jouissif, ouais, comme elle l'écrase de ses paroles. Ouais, c'est vraiment tu sais, c'est comme les queens là, c'est comme dans Drag Race quand elles font un Library ouais, challenge. un library challenge, ouais. C'est exactement Enfin, read challenge. Et the library is open. Ouais. Mais Lee, c'est une queen, quoi. Elle est tellement forte. Je l'adore. Et au-delà de ça, Mais du coup, c'est vraiment bien. Ouais, vas-y. Non, au-delà de ça, elle est vraiment, elle est hyper profonde. Enfin, c'est vraiment un personnage qui veut se montrer forte et qui veut montrer une certaine image. Et je trouve qu'en plus c'est hyper cool parce que ça te rappelle à chaque fois aussi, bah voilà, c'est un truc qui est télévisé et donc tous ils sont obligés de montrer une image d'eux et par leur mort ils donnent un message. Et c'est eux qui contrôlent le narratif. Et Maïs Lee, elle est vraiment dans le contrôle de son narratif de bout en bout. Et je trouve que c'est d'une force. Enfin, elle est vraiment, c'est un personnage mais trop fort, quoi. Mais oui, elle a vraiment bien compris ça. J'ai vachement aimé le moment où elle lui dit, je sais plus si c'est elle qui lui dit ou si c'est lui qui comprend, mais que en gros, oui, elle va continuer à manger avec des couverts, même s'ils sont dans l'arène, même si machin, parce que pour continuer à montrer qu'en fait, c'est pas des animaux, c'est aussi des êtres humains civilisés, etc. Et ce moment-là, enfin, depuis le début, tu sens qu'elle est vraiment dans le contrôle de son image et qu'il y a une volonté politique derrière, en fait, que c'est pas juste parce que c'est une chippie et que elle aime bien être bien habillée et être jolie et que c'est une fille bien élevée. Il y a vraiment une volonté. C'est une de celles qui est le plus politisée en fait dans ceux du district et qui a le plus réfléchi à ça quand elle dit. Oui, ils te traitent comme ce que tu leur laisses voir, et si tu les laisses faire, ils vont te traiter comme un animal, machin. Elle a vraiment conscientisé ça, et le moment où ça se manifeste par oui, elle mange avec des couverts, c'est pas parce que c'est une lady bien élevée, c'est aussi pour dire, pour envoyer un message à tous les gens qui regardent. Je trouvais ça super intéressant. Lilou dit le moment où elle dit aux gens du capital qui n'ont aucune classe. C'est pareil, ça aussi, c'est un moment hyper fort. Parce qu'en fait, oui, elle est là pour leur dire, bah voilà, regardez-moi, peut-être que je viens d'un district ultra pauvre, etc. Mais oui, j'ai plus de classe que vous. Et là, en plus, vous êtes en train de regarder des enfants en train de mourir. Oui, vous n'êtes pas des gens classe. Et je trouve que face à elle, mettre aussi une Effie Trinket, c'est aussi ça permet aussi d'humaniser quand même toujours un peu les gens du Capitole. On avait ça aussi dans la première trilogie, hein. Les gens du Capitole, c'était pas que des abominables connards, c'était aussi souvent juste des gens qui étaient complètement déconnectés, quoi, qui comprenaient rien aux enjeux. Et Effie, c'est totalement ça. Effie, c'est vraiment une brave fille, quoi. Et on sentait aussi dans la première trilogie, enfin moi je me rappelais qu'il y avait que Haymitch, il avait vraiment une certaine tendresse pour Effie et qu'ils avaient une relation qui était assez complexe. Et du coup j'étais contente de voir comment ça commence parce que je trouve que vraiment Effie en fait c'est un personnage très politique aussi, dans le sens où c'est un personnage qui est là pour te montrer que c'est pas parce que tu appartiens à la case dominante que tu es méchant par nature. Par contre, tu es par nature quelqu'un de déconnecté et il faut apprendre à te déconstruire. Et elle, clairement, elle n'a pas fait le pas, quoi. Non, c'est clair. On voit toute la force de la propagande et à quel point elle a intégré tout le système, quoi. Moi, c'est un personnage qui m'a beaucoup plu. Je me souvenais plus trop. En fait, à la base, je me souvenais de Effie Trinket, ou en tout cas au début du 1, plus comme une Dorizila, quoi. Qui pour le coup n'a aucune tendresse et qui est vraiment un pur produit du système, quoi. Et au fur et à mesure des films, au moins, je me souvenais de l'attachement des filles à Katniss, notamment. Et à quel point ça peut lui faire mal de la voir repartir dans l'arène, notamment. Et bref, et là, la voir sous un autre jour, quand même, où on la voit vraiment en soutien à Haymitch, qui lui comment on dit
ils ont un échange notamment autour du briquet où Amy, tu lui demandes de récupérer quand il sera mort le briquet pour le rendre à Lenordov. Bref, un moment un peu intime et touchant entre les deux et ça m'a beaucoup plu et ça m'a fait plaisir de revoir le personnage des filles dans celui-là. Oui, puis ça montre vraiment que la saga est pas caricaturale non plus, quoi. On n'est pas là pour te montrer que des méchants versus que des gentils, quoi. Non, et les méchants riches et les gentils pauvres. Ça, Et t'as aussi des méchants rebelles. Enfin, plus tard, que ça reste toujours ce personnage qui est vraiment ultra borderline. Tu comprends toujours pas trop bien ses motivations. Assez ambivalent, Il est hyper ambivalent. Et c'est aussi l'ambivalence des gentils, parce qu'à la fin, dans la saga, c'est pareil. Plus tard, que ça va être le chef propagandiste de la méchante présidente. Enfin, ils vont quand même tuer des enfants, les enfants du Capitole et des enfants du District 12. Enfin, Prime meurt dans d'atroces souffrances pour des belles images de Plutarque. C'est pas que des gentils, quoi. La rébellion, ils sont aussi ils font aussi de la politique, quoi. Ils sont et je trouve que vraiment ça au côté je trouve que vraiment c'est une saga qui est forte pour ça, pour te montrer que sois pas naïf non plus, quoi. Oui, la rébellion c'est bien. Oui, il faut se rebeller, c'est important de se rebeller. Et une rébellion ça marche pas toujours, mais il faut toujours quand même garder espoir et quand même poser ces petits cailloux vers la rébellion. Mais ne sois pas naïf. Les gens, ne suis pas aveuglement les gens que tu penses être des gentils rebelles. C'est pas forcément le cas non plus. Et je trouve que cette saga, elle arrive vraiment bien à faire la synthèse de ça, quoi. Pour un truc hyper young adulte et hyper popcorn, parce que quand même, mine de rien, ça reste un battle royale, quoi. Je trouve que c'est très très fort, quoi. Ouais, je suis d'accord. Alors à propos de Battle Royale, c'était quoi votre mort préférée? Je sais pas si préférée c'est le terme. La scène de mort qui vous a le plus marqué, ou le piège de la reine, ou qui vous a trouvé le plus intéressant, la mutation la plus intéressante. Le truc que j'ai pas du tout vu venir, c'est le moment où Emmett, là, il est en plein drama parce qu'il sait pas s'il va donner son verre de lait à la petite Willy, donc à la toute fin, là, où ils sont plus que deux et où cette pauvre gamine est en train de crever de faim et de soif, et on lui donne un verre vraisemblablement de lait empoisonné, et il est en plein drama, et là, tout d'un coup, il revient, et la meuf, elle a décapité la gamine. J'étais trop choquée. Genre what? C'était violent, ça. Celle-ci, elle est pas mal. Ah, celle-là, elle m'a trop choquée. Alors vraiment, je l'ai pas vu venir. Surtout que, Emmett, il a tendance à être pas très concentré quand même. Il est dans une arène de Battle Royale. Et il y a beaucoup de moments où vraiment il se fait surprendre parce qu'il fait pas attention. Enfin, il est dans son truc, il est dans son monde là, et ouais, il a de la chance, parce que il y a quand même plein de moments où vraiment il aurait mérité de mourir. Le type, il est pas très discret, quoi. Non, il est nul, il est vraiment nul. Le moment où il sort de son labyrinthe là et qu'il est à deux doigts de se faire trancher la tête par je sais plus comment il s'appelle, le chef du district 1, parce que juste il faisait pas gaffe, il est en mode oh il faut que je ressorte machin, et qu'il est sauvé par Messili encore une fois. Hein. La meilleure. Toujours. Ouais, moi c'est la mort de Ampert que j'ai trouvé une scène super forte où il se fait littéralement bouffer jusqu'aux os par je sais plus ce que c'est. Ah ouais, c'est crade ça. Ou je sais plus quoi. Et où celle-là j'ai trouvé vraiment hardcore. Je pense que je m'attendais pas à ce qu'il meure si tôt, ou je sais pas.
mais il se fait bouffer sous les yeux de Haymitch qui peut rien faire parce que c'est juste des milliers de bêtes qui bouffent le truc et en plus qu'on n'a rien à foutre de Haymitch quoi. C'est vraiment. Oui, c'est ceux qui sont programmés, non? Ouais, c'est ceux qui sont programmés, ouais. Comme les oiseaux plus tard sur Maisily. Sur Maisily, c'est pareil, ouais. Ouais. Et ouais, Humbert qui se fait bouffer jusqu'aux os, c'était. J'ai trouvé ça. Ouais, c'était triste. Et en plus, tu sais que ils vont le mettre sous les yeux de son papa, bien comme il faut pour qu'il se vote dedans là. Enfin, c'est vraiment cruel quoi. Et toi, je redis, t'avais pas une autre mort ultra iconique? Non, je réfléchis, mais j'en trouve pas d'autres. Après, le principe des mutations, j'ai bien aimé. Les coccinelles c'était intéressant, ouais. Qui prennent le sang. Le sang, ouais. C'était pas mal. Moi, j'ai été super triste aussi quand Wyatt meurt et tu le vois même pas. Enfin, oui. J'ai trouvé ça presque plus violent de te dire ah oui, bah il y en a 18 qui sont morts, dont Wyatt. Et j'étais genre, mais c'est mon chouchou, comment ça il est mort et c'est même pas un truc sa mort, tu vois. C'est genre, sa mort, bah c'est juste, on s'en fout, ça fait partie des 18 morts du début et il a même pas son moment de mort, tu vois. Et on n'a pas le détail parce que Haymitch veut pas le savoir. C'est ça? Il en discute avec Humbert et il commence à lui raconter, il lui dit non, mais je veux pas le détail. Ouais, je pense que Maisily lui raconte vite fait après Wyatt essaye de protéger Loulou. Protéger Loulou, oui. Ça, on le sait après, je crois. Ouais. Bah, on comprend assez vite que, et puis de toute façon, Haymitch il se le dit très vite, hein, que a priori, si Wyatt est mort, c'était que de toute façon, il voulait tellement protéger Loulou que. Mais moi aussi, hein, c'est pareil, je m'attendais tellement pas à ce qu'il meure aussi vite. Enfin, et genre, tu te le prends dans la gueule, quoi, hors champ, et ouais, c'est violent. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'une scène ultra violente pour que émotionnellement tu te le prennes dans la gueule, quoi. Et pareil, si dans le genre mort ultra violente, pareil, tu te le prends dans la gueule comme ça, mais c'est le suicide du père de Wyatt à la fin. Ou genre, il te le drop comme ça, là. Ah bah finalement, il y a un cadavre de plus parce que le père de Wyatt s'est suicidé. Oh, ok. Ah d'accord. Sympa, ambiance. C'est vrai. Ça m'a choqué, quoi. Oh putain. Entre ça après, si on est sur les morts, moi, la famille de Haymitch, je m'y attendais pas. Hein. La mère et le frère qui se font cramer, je l'avais pas vu venir. Moi, je m'y attendais, mais depuis longtemps. Je trouve que assez tôt, Haymitch, il dit genre ah oui, de toute façon, j'ai plus rien à perdre, je peux me rebeller, j'ai rien à perdre, machin. J'étais genre garçon, t'as ton petit frère chez toi quand même. Enfin, je sais pas, t'as rien à perdre, t'es fou. Ça va pas dans ta tête. Donc j'avais vraiment aucun doute sur le fait que cette famille était condamnée. Alors après, c'est pas très sympa de les faire brûler sous ses yeux, effectivement, mais ouais, non, je croyais pas du tout en une joyeuse réunion de famille. Ouais, pareil. Mais de toute façon, en plus, je savais qu'il était tout seul, qu'il finissait vraiment seul dans sa maison. Donc, a priori, s'il finissait seul dans sa maison, c'est qu'il avait plus de famille, quoi. Ouais, c'est sûr. Oui, c'est ça. Lilou qui lui aurait dit Snow l'avait menacé, s'il gagnait, il risquait de condamner ses proches. C'est vrai qu'il y a un moment où il parle et où il lui dit t'inquiète, tant que tu perds, touche pas à ta famille. Bon, bah, il a gagné ce débile. Mais comme déjà à ce moment-là, on sait qu'il va gagner. Enfin bon, moi, cette famille a été condamnée depuis le début. Ouais. Je me demande ce que ça aurait donné si ça avait été Maisily qui avait gagné à la fin, quoi. Ça aurait été, ça aurait eu une autre classe hein, dans le Maisily comme bantoir de Katniss. Ça aurait été trop stylé. Ah, j'aurais bien voulu voir ça.
Et alors après, ça je l'avais pas, j'ai été regarder après, mais apparemment, parce que donc Maisie Lee, dans le genre gros, pour le coup, ça c'est vraiment un gros clin d'œil aux fans aussi. Donc Maisie Lee, elle a la fameuse broche de Mockingbird que Katniss aura Oui, dans les jeux. oui, Donc, ça j'ai vu ça aussi, bien et sûr. donc ça, bon, ça, elle, j'avais reconnu la broche quand même. Mais par contre, je me demandais, mais comment diable Katniss se retrouve avec cette broche à la fin? Et en fait, c'est que Katniss, l'une de ses seules copines de tout le district 12, et ben en fait, c'est la La fille de mère. Mary Lee. Ah non. C'est une gamine, c'est une donneur. Enfin, c'est la fille de Mary Lee et D'accord. qui offre à Katniss la broche au moment où elle part pour. Donc c'est la fille du maire, mais c'est aussi du coup la fille de Mary Lee. Mary Lee, c'est la mère de. C'est la femme du maire et c'est la mère de cette personne. Mais Mary Lee, et la mère de Katniss, elles sont super potes Oui, dans elles ce sont livre, hyper donc copines aussi, oui. c'est pas absurde qu'il y ait un lien derrière. Ouais, ouais. Oui, donc du coup, sa BFF, c'est la fille de Mary Lee, à Katniss. Enfin, BFF entre guillemets, parce que Katniss c'est quand même pas très. Très fan. Franchement, faut y aller pour être BFF avec Katniss. Est-ce que vous avez une scène préférée, sinon? Moi, il y a un truc qui m'a plu, c'est assez rapide, mais c'est vers la fin, quand il revisionne les jeux et qu'il il se rend compte de toutes les manipulations qu'il y a eu sur la manière dont ça a été monté et présenté au public. Je trouvais ça intéressant, télé-réalité, manipulation, tout ça. Je me souvenais plus si c'était le cas ou s'il y avait ce genre de truc dans les précédents. Là, j'ai trouvé ça assez sympa, vu qu'on avait, nous, vécu les jeux à travers les yeux d'Haymitch, de pouvoir les revoir et que lui commente en se disant oh, c'est marrant, ils ont enlevé ça, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Je trouve ça intéressant. C'était pas forcément nécessaire parce qu'on se doute que ça va être le cas, mais j'ai trouvé ça sympa. Avec sa petite remarque, moi il m'a fait rire le moment où il fait sa petite remarque de genre mais les gens qui regardent ils sont vraiment débiles, ils font pas gaffe, genre là on nous montre quelqu'un mais elle est apparue dans le ciel en tant que morte le jour d'avant et les gens tiltent pas, genre, genre mais attends, ils sont vraiment débiles, ces gens du Capitole, ils font pas gaffe, enfin, ils en ont rien à foutre. Mm. Moi j'ai pas d'idée de scène préférée, donc Nympha si t'as, vas-y. Bah, non, mais mes scènes préférées, moi je pense que c'est Maisie Lee Oui, c'est ce que j'allais dire, qui c'est burn. les dialogues de Macy. Franchement, Maisie Lee pour toute son œuvre, quoi. Sa vie, Et son œuvre. le premier moment où Wyatt ouvre un peu sa bouche, je trouve, où jusque-là il dit rien, et là tout d'un coup il te fait tout l'historique des participants, leurs chances de survie, les stats, les machins, enfin, parce que du coup en plus il y a un côté un peu surprise de tu t'attends pas à ça, donc je trouvais ça. Ouais, parce qu'en plus, juste avant, il y a Luella qui dit non, je veux pas que ce soit notre allié parce que c'est un parieur et il parie sur notre mort, quoi. Ouais, Effectivement. et j'ai trouvé ça intéressant le poids que ça fait peser sur Wyatt, du coup l'image qu'il a à cause de sa famille et à cause de leur occupation, et ça l'exclut un peu, enfin, mais Wyatt et Macy Lee, hein, qui sont tous les deux un peu exclus gratuitement au début par Haymitch et Luella, et qui cachent un peu, mais qui tu sens que ça les impacte quand même, et que ils trouvent ça pas très cool. Enfin, j'ai trouvé que tout ce passage-là était vraiment bien fait et avec beaucoup de subtilité sur la création de ces interactions, en fait. C'était vraiment bien. Mais c'est vraiment, je pense, ouais, c'est vraiment Macy Lee et Wyatt, les chouchous, quoi. Un autre moment Maisie Lee que j'ai adoré, c'est quand même le moment où il la traite de sœur
où vraiment, enfin, j'ai trouvé ça super émouvant, quoi. Ça a vraiment marché sur ma petite corde sensible. Vraiment, j'ai trouvé ça. Enfin, tu vois le côté. En fait, non, tu n'es pas une personne que j'apprécie particulièrement dans la vie. T'es pas non, mais t'es quand même une personne que j'admire, que je respecte, et t'es une personne pour qui je pourrais mourir, parce qu'en fait, c'est ça. Tu es devenue ma sœur, quoi. On est frères et sœurs de sang, et je trouve ça, mais super fort en fait, ce moment-là. Et ça, non, cette scène, elle a hyper bien marché sur moi. Alors que pareil, en soi, tu sors les violons et tout, quoi. Mais n'empêche que c'est hyper émouvant, quoi. Et il y a plein de trucs comme ça où vraiment tu te dis, mais il faut un talent d'écriture pour faire passer autant d'émotions dans des scènes qui pourraient être aussi téléguidées. Ouais, c'était très bien dosé en fait. Je pense que c'est le dosage, l'équilibre du truc. Et c'était mignon. Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Est-ce qu'on a oublié des éléments? Moi, j'ai plus trop d'idées. Non, moi non plus. J'ai l'impression qu'on a plutôt bien fait le tour. Ouais. Ah si, il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est l'épilogue, où du coup on fait la boucle avec Katniss et Pita. Et où ça, j'ai trouvé ça aussi très très chouette. Pareil, c'est aussi un moment où tu te dis, c'est facile, hein, on va te tirer à fond sur tes cordes lacrymales, quoi. Mais ça m'a ému de fou, quoi. Ce moment où il est en mode, bah voilà, Katniss et Pita, ils ont quand même réussi à me sortir de mon trou, et voilà, et j'ai réussi à tenir ma promesse envers les Nordov, et bon, je suis toujours alcoolique, mais je bois plus pour oublier maintenant. Enfin, je sais pas, ça vraiment, j'ai trouvé que pareil, c'était une très 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 belle conclusion au personnage des Mitch. Moi, je suis d'accord. C'était simple et peut-être un peu facile, mais touchant. Et puis en plus, il y avait Pita. C'était fait pour toi. Ouais. Bon. Bah, du coup, je pense qu'on a... On est sec, là. On a fait le tour. On a fait le tour. Mais si vous voyez des choses à rajouter, ou si vous avez des avis divergents, si vous pensez qu'on dit n'importe quoi, si au contraire vous êtes super d'accord avec nous, n'hésitez pas à commenter sur le forum de la Garde de Nuit, sur la vidéo YouTube qui sera en replay dès demain sur notre chaîne YouTube, ou sur nos réseaux sociaux, sur notre Discord. Là, venez crier votre amour pour les Hunger Games, ou au contraire nous dire à quel point c'est une saga toute pourrie. On sera pas d'accord. Et on aime le débat. Et puis, on se retrouve mardi pour La Rose et le Serpent de Julie L. LS, je sais pas. Et voilà, on va changer complètement d'univers. On va faire de la fantaisie politique. Mais ça va être cool aussi. Tout à fait. Et du coup, voilà. Si jamais vous nous avez écoutés jusque-là, n'hésitez pas à commenter dans les petits commentaires YouTube qu'est-ce qu'on pourrait mettre, un petit smiley avec du pain en hommage à Pita, une miche de pain. Il est même pas là, Pita. C'est pas grave, c'est le meilleur des personnages. Bon, si vous voulez, vous pouvez mettre un autre smiley en hommage à Mitch, mais. Et des couverts en hommage à Macy. Voilà, des couverts en hommage à Macy. Bonne idée. C'est pas mal. Des couverts et du pain, c'est bien.
Voilà. Et puis du coup, on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Des bisous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.